On va maintenant regarder ce qui se passe lorsqu'on a un écoulement sur un plan incliné, que je vais supposer infini, et donc avec une pente θ par rapport à l'horizontale. Alors dans les notes de cours, vous avez une résolution détaillée, point par point, où on regarde ce qui se passe avec les équations de Navier-Stokes. Et ça vous montre que si vous appliquez les équations de Navier-Stokes, dans ce cas-là, vous pouvez résoudre les équations, mais si c'est un écoulement turbulent, vous auriez des vitesses qui seraient extrêmement importantes, donc il y aurait quelque chose qui ne joue pas. Et puis, on va résoudre ce qui se passe, mais de façon approchée. Alors, on peut le faire de façon exacte, sauf que les calculs sont relativement compliqués à faire. Alors, ça peut se faire également numériquement, c'est une équation différentielle à résoudre. Je vous laisserai regarder les notes de cours. Là, je vais faire une résolution approchée du problème pour extraire ce qui m'intéresse le plus en termes d'interprétation physique. Donc, on a un problème où là, j'ai une pente θ. Donc, je suppose que j'ai un écoulement ici. J'ai un écoulement avec une hauteur h. Donc j'ai un flux newtonien de viscosité dynamique mu. Donc si vous résolvez le problème pour un écoulement newtonien, ce que vous arrivez à montrer assez facilement, bon ça c'est indépendant du fait que ça soit newtonien, c'est qu'on va avoir une pression qui est hydrostatique. Donc vous aurez un champ de pression hydrostatique, donc on aurait ρ, g, h moins y, donc y axe comme ça. Donc c'est une pression, donc cosinus θ. Et on aura également une contrainte de cisaillement, tau, là également qui est indépendante du fluide, hein, c'est une simple application de la conservation de la quantité de mouvement. Donc la contrainte de cisaillement ici sera également linéaire, donc là j'ai tau, là j'ai P. Et donc la contrainte de cisaillement totale vaudrait donc ρ, g, h moins y, sinus θ. Alors, si vous résolvez pour les équations, enfin si vous résolvez ça pour les équations de, enfin si on fait l'hypothèse que c'est un écoulement laminaire, donc on résout directement les équations de Navier-Stokes, vous devez écrire que tau égale mu du sur dy. Donc là, je mets des droits puisque le champ de vitesse en fait qu'on va avoir, notre couleur, le champ de vitesse, ici, on a un écoulement qui est permanent uniforme, donc on a uniquement des vitesses qui sont orientées dans la direction x, et on a la composante v qui est égale à 0. Donc, si vous résolvez ça, vous devez calculer mu du sur dy égale ρ, g, h moins y sinus θ. Donc si vous intégrez une première fois, ça vous donne U, une seconde fois, ça vous donnera le débit. Vous devez tenir compte des conditions limites, hein, donc on a ici U égale à 0 au fond, et puis à la surface libre ici, donc en Y égale à H, vous devez tenir compte du fait qu'il y a juste la pression de l'air qui s'applique, donc il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte tangentielle, donc on suppose que l'air n'affecte pas, n'exerce aucune contrainte tangentielle sur la surface libre. Donc au niveau de la surface libre ici, vous devez avoir la contrainte qui est égale à 0. Donc vous devez avoir du sur dy qui est égal à 0 en y égale à h. Donc quand vous faites ça, vous pouvez intégrer les équations de Navier-Stokes. Ça va vous donner un profil de vitesse puisque on a le gradient qui est linéaire, donc ça veut dire que le profil de vitesse ici sera parabolique. Donc je reprends mes notes de cours et vous devez trouver un champ de vitesse qui sera égal à ρ, g, sinus θ sur 2 mu de hy moins y carré. Alors, si vous calculez, il y a une application numérique qui est donnée dans les notes de cours. Si vous faites une application numérique dans le cas donc, de miel,
avec une viscosité déjà significative, 10 pascal seconde, sur un plan incliné à 30 degrés, et 5 cm, donc ce n'est pas une hauteur extrêmement importante. Si vous appliquez ça, ça vous donne donc des vitesses de 45 cm par seconde. Et si vous calculez le nombre de Reynolds, ça vous ferait déjà un nombre de Reynolds qui serait de l'ordre de 2,47, donc un nombre de Reynolds qui n'est pas, qui est petit, mais qui n'est pas très petit. Si vous faites ça avec de l'eau, c'est encore pire. Avec de l'eau, vous auriez une vitesse de 4 km par seconde, je dis bien 4 km par seconde, et un nombre de Reynolds qui serait en 10 puissance 8. Donc on voit que le modèle serait jouable, éventuellement avec du miel, mais qu'avec de l'eau, ce modèle-là ne serait pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, s'il y avait de l'eau, l'écoulement en fait serait instable, donc je vous passe les calculs de stabilité, mais l'idée, lorsqu'on dit qu'un écoulement est instable, ça veut dire que si vous perturbez la solution que vous obtenez ici, si vous perturbez légèrement le champ de vitesse ou le champ de pression, ces fluctuations-là ne vont pas rester petites, elles vont s'accroître de façon exponentielle au cours du temps. Donc on dit que la solution est instable. Donc une solution instable, mathématiquement, c'est-à-dire que physiquement, vous ne pouvez pas l'observer. Donc cette solution-là est mathématiquement possible, elle répond à votre problème, mais comme elle est instable, elle est physiquement inobservable. Alors, on va donc résoudre le problème en supposant que maintenant que l'écoulement est turbulent. Je vais me servir d'une équation qui est l'équation qu'on vient de voir, qui est l'équation de Prandtl, de longueur de mélange. Donc là, je vais supposer... Alors, normalement, je devrais écrire que la contrainte, je vais la décomposer en contrainte visqueuse plus ma contrainte turbulente. La contrainte visqueuse, c'est toujours mu. Alors là, j'aurais ça pour la valeur moyenne, donc ça serait mu multiplié par le gradient de vitesse du champ moyen. Et ici, prendre donc le modèle de longueur de mélange et de dire que ça, c'est égal à ρ, donc on avait vu kappa, donc la constante de von Karman, et donc qui vaut à peu près 0,41. Donc kappa, y, donc la distance par rapport au faux, au carré, multiplié donc par le gradient de vitesse, lui aussi au carré. Alors, pour simplifier les calculs, là je vais vraiment faire beaucoup d'approximations. Ce que je vais supposer, pour ne pas avoir ce terme ici d'ordre 1, je vais m'intéresser uniquement, donc je vais supposer que les contraintes visqueuses sont beaucoup plus faibles que les contraintes turbulentes. Là encore, vous pouvez le vérifier après, donc faites le calcul avec, sans, donc ça va quand même pas mal compliqué si vous les gardez, mais vous pouvez vérifier en faisant le rapport ici et en faisant une simple estimation que ce nombre ici sera plus petit que le nombre ici. Donc, première approximation, je vais négliger les contraintes visqueuses devant la contrainte turbulente. La seconde approximation que je vais faire, c'est que, alors, là encore la note de cours, vous avez le calcul exact, donc ça fait appel à une fonction arctangente ou arctangente hyperbolique, je crois. On peut résoudre l'équation, donc maintenant on va s'écrire, je l'efface ici. La solution, donc, avec cette hypothèse-là, je vais donc juste écrire maintenant que ma contrainte turbulente, c'est donc ρgh moins sinus θ, avec ici ma contrainte turbulente égale donc à ρ kappa y et mon taux d'isolement moyen carré. Donc il suffit que je prenne, que je passe ce terme ici, que je prenne la racine et que je résolve l'équation différentielle avec les mêmes conditions au limite. Alors ça se fait, vous avez la solution dans la note de cours. Là, ce qui va m'intéresser, je vais faire uniquement ce qui se passe au niveau du fond, puisque on va voir que c'est au niveau du fond que la dissipation d'énergie se produit. On a déjà vu ça quand on avait employé les relations de type Papman-Schrickler, on avait vu que c'était la rugosité qui contrôlait la dissipation d'énergie. Donc là, on va retrouver ce résultat-là. Donc pour résoudre cette équation différentielle-là, je vais faire un développement limité. Après, je vais regarder ce qui se passe.
lorsque j'ai y qui est proche de 0. Donc, en première approximation, si y tend vers 0, la contrainte de ces éléments ici, bah, du coup, c'est une constante, hein, ça vaut rho g h sinus θ égale rho kappa, et puis donc mon taux de cisaillement moyen carré. Donc du coup, là, alors je peux pas mal simplifier. J'ai ici, voilà. Donc là, j'ai une constante. Je vais pouvoir diviser, prendre la racine. Donc quand je fais ça, j'efface ici. Quand je fais ça, je me retrouve avec donc du sur dy. Donc, je prends la racine, hein, donc je vais me retrouver avec gh sinus θ divisé par kappa y. Et donc là, je prends la racine. Je vais, le terme qui est ici, c'est ce qu'on va appeler, alors il y a différents noms, la notation est souvent la même, on va appeler ça U étoile, on va appeler ça la vitesse de cisaillement. Donc GH sinus θ, donc vous voyez que dimensionnellement, GH, ça va avoir comme dimension donc une vitesse au carré, je prends la racine, donc on a bien quelque chose qui est homogène à une vitesse. Et donc, alors il y a différents noms, on appelle ça vitesse de cisaillement, ou vitesse de frottement. Donc, on trouve différents noms dans la littérature. Donc cette entité U étoile, en fait, elle va traduire, ce sera l'ordre de grandeur de l'échelle de vitesse, lorsqu'on a un écoulement d'épaisseur h, ça sera l'ordre de grandeur en fait de la vitesse au fond. Donc là, si vous regardez l'équation différentielle qu'on doit résoudre, elle est relativement simple. On doit avoir ici un 1 sur y, et donc l'intégrale de 1 sur y, ça nous fait un logarithme. Donc si j'intègre cette équation-là, de façon approchée, encore ici la place. Donc quand je vais avoir u égale donc logarithme de y, donc, et j'ai ici un u étoile sur kappa, et j'aurai une constante d'intégration. Alors, le problème qui va se poser, alors je vous rappelle, ça c'est un développement limité, donc je regarde uniquement ce qui se passe lorsque y est proche de 0. Vous voyez qu'on a un petit problème qui se pose ici, c'est que lorsque y tend vers 0, le logarithme de y, lui, tend vers moins l'infini. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tout à l'heure négligé la contrainte visqueuse, donc là c'est un calcul approché, et pour la raison qu'on avait vue dans les slides tout à l'heure, c'est que lorsqu'on se rapproche au niveau de la paroi, on va avoir une couche limite qui serait la couche limite laminaire. Donc cette équation-là, elle est proche du fond, mais elle n'est pas valable en y égale à 0. Donc en y égale à 0 juste au-dessus, vous allez avoir votre couche laminaire. Cette couche laminaire-là, il suffirait de résoudre l'équation, enfin de reprendre l'équation qu'on a vue précédemment, donc on aura cet arc de parabole. Donc ce sera les équations de Navier-Stokes où on suppose donc, que la turbulence est négligeable. Ensuite, donc, on va avoir cette couche-là, et comme vous voyez qu'on a ici une variation en logarithme, cette couche-là, on l'appelle la couche logarithmique. Alors si vous résolviez, si vous regardez dans les notes de cours la résolution, lorsqu'on va s'éloigner en fait de la paroi, donc l'approximation qui est ici ne sera plus valable, il faut résoudre l'équation différentielle précédente. Ce que vous allez avoir, c'est que le champ de vitesse tend vers une valeur constante. Donc
si maintenant je regarde ce qui se passe du point de vue géométrique, alors le dessin ne sera pas à l'échelle, hein, c'est juste pour bien arriver à visualiser ce qui se passe. On va avoir grosso modo 3 couches. Donc on va avoir sur le fond, si je range le θ, on va avoir la couche limite laminaire. Donc c'est L pour couche limite laminaire. Donc là, la contrainte visqueuse, elle est nulle, et donc on a juste une contrainte qui sera ma contrainte donc, qui était ce qu'on avait écrit, hein, taux égale mu gamma point, mu du sur dy. Et si on résolve l'équation, on a vu que c'était un profil de vitesse qui était en une arc de parabole. Hein. Donc si je pars d'ici, en fait, je dois avoir au début, je dois avoir un profil de vitesse qui prend une arc de parabole et qui est de la forme. Ce qu'on avait vu, c'était U de Y égale à ρg sinus θ 2h moins Y multiplié par Y divisé par 2mu. Donc on a une arc de parabole. Après, on va avoir cette couche logarithmique ici. Je vais prendre une autre couleur. Je vais avoir ici ma couche. Alors je vais l'appeler couche log. Donc pour lequel j'aurai un profil de vitesse qui aura cette forme logarithmique ici. Donc ici quelque chose qui va être en U étoile sur kappa logarithme de y. La constante d'intégration, en fait, il faudrait faire le raccord. Donc pour ça, il faudrait arriver à estimer, comme on avait vu avec les modèles de couche limite, il faudrait arriver à estimer l'épaisseur delta de la couche limite, calculer la vitesse en delta, faire donc appliquer une condition limite qui serait que la vitesse de la couche laminaire doit être égale à la vitesse de la couche logarithmique en y égale à delta. Donc on va avoir un peu plus, on va avoir quelque chose qui sera un peu comme ça. Alors là j'ai représenté comme si c'était des couches de même épaisseur. En général, celle-là est très très petite, du millimètre, et celle-là va faire plusieurs centimètres. Enfin, ça dépend de l'épaisseur qu'on a au-dessus, mais elle sera beaucoup plus importante. Et puis après, on va avoir une couche qui va être en fait la majeure partie de l'écoulement, qui sera l'écoulement externe. Donc ce sera un écoulement qui sera loin externe, parce qu'il sera loin de l'influence de la paroi. Donc en termes de pourcentage, hein, on va dire que ici c'est 1%, là c'est, on va dire, entre 1, enfin ça sera 10-20% de l'écoulement. Et l'écoulement externe, en fait, c'est ce qui va représenter l'essentiel de l'écoulement, et on a un profil de vitesse qui sera assez uniforme, parfois un léger bombement lorsque l'air exerce du frottement. Donc, un écoulement dans une rivière ou un écoulement dans un canal va avoir cette structure en sandwich avec un écoulement visqueux, donc couche limite à la paroi, une couche logarithmique et un écoulement externe. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau de la dissipation d'énergie, donc la dissipation d'énergie, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au chapitre 4, la dissipation d'énergie, j'avais appelé grand phi, c'était donc, on faisait, donc, j'avais expliqué hein, que c'était la généralisation, donc, pour vous la puissance c'est force multipliée par vitesse. Quand vous faites ça avec des tenseurs, vous multipliez, donc, en termes d'opération tensorielle, le tenseur des contraintes, des extra-contraintes, c'est des extra-contraintes, puisque les pressions ne joueront pas, donc des extra-contraintes multipliées par mon tenseur des taux de déformation, et on prend la trace, donc ça donne la puissance dissipée. Alors, dans le cas qui est ici, ça vous donnera en fait les extra-contraintes, ça sera la contrainte de cisaillement, et T ici, il ne me restera que le taux de cisaillement. Donc, là, si on regarde ce qui se passe, la contrainte de cisaillement, alors, j'ai un peu épuisé toutes mes couleurs. Alors, la contrainte de cisaillement, elle est ici. Donc,
Donc on l'a calculé, elle est linéaire, la contrainte de cisaillement, elle vaut ρ, g, h moins y, multiplié par sinus θ. Et vous allez la multiplier donc par le taux de cisaillement, qui est donc le taux de cisaillement, c'est, je vais mettre en rouge, le taux de cisaillement, donc ça sera la dérivée par rapport à y du champ de vitesse moyen. Donc si je redifférencie mon profil de vitesse qui est ici, vous voyez que ici on a quelque chose qui est relativement uniforme, donc on va avoir un taux de cisaillement qui sera petit. Là, ça va beaucoup varier. Et puis là également, on a un fort gradient puisqu'on a ce profil logarithmique. Donc également, on a quelque chose qui est relativement important. Mais donc c'est vrai ce qui se passe. Ici, comme je vous l'ai dit, cette couche-là est très très petite. Elle fera moins de 1% de la hauteur de l'eau. Donc le produit ici est relativement important, mais il sera multiplié par une épaisseur qui sera faible. Donc en fait, il va, pour l'écoulement turbulent, cette couche limite va peu jouer. Alors elle peut jouer, un tout petit peu quand même. C'est la raison pour laquelle si vous vous intéressez par exemple à la natation, vous avez des tenues de nageurs qui sont relativement spécifiques, puisque ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est à jouer sur l'épaisseur de la couche limite ici. Il y a ce qu'on appelle l'effet peau de requin, hein, donc si vous créez une légère rugosité, en fait, vous allez pouvoir modifier ce qui se passe au niveau de cette couche laminaire, et vous allez pouvoir en fait réduire la dissipation d'énergie au niveau de cette couche limite. Mais donc, comme cette épaisseur-là est beaucoup plus importante, en fait, l'essentiel de la dissipation d'énergie va se produire ici, dans votre couche logarithmique. Et donc, vous allez avoir une dissipation d'énergie, en fait, votre phi ici, qui va varier. Donc, je suppose toujours hein, que je suis relativement proche du fond, donc j'ai une contrainte de cisaillement qui sera en ρ, g, h sinus θ, multipliée donc par ici quelque chose qui est la forme U étoile, kappa, logarithme de y. U étoile, vous vous souvenez hein, qu'on avait vu que c'était un racine de h, donc on a quelque chose ici, alors il y a une constante d'intégration, hein, mais on a quelque chose ici qui varie quand on regarde la dépendance en h, qui varie en h puissance 3 demi, et puis le logarithme de y. Donc ce qui est important dans cette voie, c'est que la dissipation d'énergie elle varie en h puissance 3 demi, et qu'elle sera concentrée, donc cette dissipation-là, elle sera essentiellement concentrée ici. Alors ça explique, ce résultat-là explique cette loi de Manning-Strickler, où en fait, on regarde, quand on calcule un coefficient de Manning-Strickler, on avait des lois de type Meyer-Peter par exemple, qui vous disait, alors j'ai pas la formule en tête, mais qui vous disait que le coefficient de Manning-Strickler c'était de l'ordre de 23 ou de 21. Le diamètre qui compose la taille, les plus gros grains qui composent le lit à la puissance 1 sixième. Tout simplement en fait parce que quand vous allez mettre ici des blocs, vous allez jouer sur cette couche logarithmique là, qui va produire en fait la dissipation d'énergie. Donc ce qui explique pourquoi est-ce que dans un écoulement, toute la dissipation d'énergie, enfin l'essentiel de la dissipation d'énergie se produise par le fond, et le fond est contrôlé par la taille des plus gros grains. Donc ça explique la raison pour laquelle la loi de Manning-Strickler marche relativement bien. Voilà, donc là je suis allé un peu plus vite, je ne suis pas allé dans le détail mathématique pour vous expliquer tout. Je vous laisserai regarder ça individuellement dans les notes de cours. Ce qui m'a semblé important, c'est que vous voyez un peu l'architecture en fait, de la solution, où on va distinguer ce qui se passe lorsqu'on a un écoulement newtonien, montrer que très rapidement cette solution-là n'est pas possible du point de vue physique. Je ne vous donne pas les arguments mathématiques qui sont relativement avancés pour montrer que la solution est instable, elle ne peut pas exister physiquement. Et puis on a vu après qu'avec le modèle de Prandtl, on arrivait à avoir une approximation analytique du champ de vitesse pour une couche qui sera la couche logarithmique. Premier point. Le second point, c'est qu'on a revu ce qu'on a commencé à voir avec la couche limite, qu'on a des structures en fait d'écoulement qui sont relativement compliquées. Donc, lorsqu'on a une paroi, on a toujours une couche limite, donc une couche laminaire, et ensuite on va avoir la transition vers la turbulence. La transition vers la turbulence, ici, contrairement à ce qu'on avait vu pour la
pour l'aile d'avion, par exemple, en fait, elle se fait sur une couche qui a une certaine épaisseur qu'on appelle la couche logarithmique à cause du profil de vitesse en logarithme de y. Donc voilà, on s'arrête là pour... enfin, le cours s'arrête là pour ce chapitre ici.